Nous aurons le pouvoir quand le cuivre sera chilien, quand le fer sera chilien, quand le salpêtre sera totalement chilien, quand nous aurons fait une véritable réforme agraire, rapidement et profondément, quand l'État contrôlera le commerce d'importation et d'exportation. En un mot, nous aurons indiscutablement le pouvoir quand le Chili sera un pays économiquement indépendant. De là, notre ligne fondamentale, l'anti-impérialisme, et notre projet fondamental, nationaliser les richesses essentielles du pays. Alors, ce qui permet à Allende de qualifier ses objectifs de révolutionnaires, c'est que l'unité populaire, l'UP, elle veut prendre le mal à la racine, elle veut s'attaquer aux origines des inégalités. C'est pour ça que le gros chantier de la présidence d'Allende, c'est la transformation du régime de propriété. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? L'UP, elle définit trois grands types de propriété. La propriété privée, la propriété sociale, qui est l'équivalent pour nous en France de la propriété publique, et puis la propriété mixte, qui est un espèce de mélange un peu chelou entre les deux. L'objectif d'Allende, c'est de transférer les plus grosses concentrations de capitaux, donc les plus grosses entreprises, les plus grosses exploitations agricoles, par exemple, de la propriété privée vers les deux autres types de propriété, en particulier la propriété sociale. Alors pourquoi? Déjà, de base, classique, pour régler le problème du grand patronat qui s'approprie personnellement les profits dégagés par les travailleurs, alors que les travailleurs ne touchent pas. Ça, c'est universel. Deuxièmement, le Chili, à cette époque, il est dans une configuration un peu particulière, où les entreprises appartiennent à des propriétaires qui sont souvent des grands propriétaires d'Europe ou des États-Unis. Et le problème, c'est que le profit qui est dégagé par les travailleurs et qui est approprié par ces propriétaires-là, non seulement il est approprié, mais en plus de ça, il reste même pas dans le Chili. Il va enrichir des gens qui sont en Europe. Ce qui fait qu'il ne peut pas être réinvesti dans l'économie nationale. Et ça emmène à un problème assez important quand même, qui est que le Chili dépend entièrement des importations pour pouvoir faire tourner son économie. Donc non seulement la richesse qui est dégagée par les Chiliens s'en va à l'étranger, mais en plus, pour vivre, les Chiliens doivent acheter des biens à l'étranger. Donc Allende veut démanteler ces énormes concentrations de capitaux et en transférer la propriété à des gens qui ne sont rien. Alors, parmi les 6 grands domaines que Allende voudrait transférer de la propriété privée vers les deux autres types de propriété, il y en a 3 en particulier, lui et lui, qui sont intéressants. Ils sont intéressants parce que la manière dont le transfert va se faire éclaire pas mal sur les potentielles difficultés qui peuvent attendre un gouvernement avec des ambitions telles que celui d'Allende, et en l'occurrence les moyens qu'Allende a utilisés pour essayer de contourner ces obstacles. Alors, la première, c'est la nationalisation des mines de cuivre. Elle est importante déjà pour des raisons économiques. Le profit qui est dégagé par les mineurs chiliens part à l'étranger et le Chili dépend des importations. Ça, on l'a vu. Mais aussi, en plus de ça, il y a toute une portée symbolique, étant donné qu'avec le massacre d'Iquique, avec le mouvement ouvrier, les mines de cuivre, c'est un peu devenu le symbole de la dignité du pays. Du coup, leur nationalisation fait relativement consensus chez les Chiliens, et ceux qui soient de gauche ou de droite. Donc, Allende va jouer pleinement le jeu parlementaire et va proposer une réforme constitutionnelle. Le jour de sa promulgation va être renommé le jour de la dignité nationale. Enfin, les mines chiliennes appartiennent aux Chiliens. Alors, quand on passe aux banques privées, c'est un peu plus compliqué. L'UP est minoritaire au Parlement, c'est quelque chose qui va poser problème pendant tout le reste du mandat. Et Allende sait très bien que s'il propose une loi, elle va être immédiatement descendue par l'opposition. Donc, l'UP réfléchit, et ils vont trouver un moyen un peu particulier de contourner tout ça. Le gouvernement va proposer aux actionnaires des banques de racheter leurs actions à un prix extrêmement avantageux par rapport au prix du marché. C'est un peu prendre le capitalisme à son propre jeu. Immédiatement, effectivement, tous les actionnaires vendent leurs actions au gouvernement et en moins d'1 an, l'État devient actionnaire majoritaire de 21 des 26 banques du pays et contrôle 90% du secteur bancaire. Alors c'est un énorme succès économique, mais politiquement ça va coûter très cher à Allende. Si l'opposition est bien obligée de reconnaître que la stratégie de rachat des actions est parfaitement légale, elle va affirmer que ne pas être passé par le Parlement dans une procédure qui est de fait une procédure de nationalisation est une rupture de la promesse d'Allende de respecter les institutions. Ça commence à entamer la rupture entre unité populaire et démocratie chrétienne, qui jusque-là s'accommodait à peu près des actions du gouvernement, et dont on va voir que la progressive descente à droite va être l'un des éléments déclencheurs du bordel qui va mener au coup d'État. En 1965, sur 30 500 entreprises au Chili, on en a, suivant comment on compte,
entre 100 et 250 qui sont en situation de monopole. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire qu'elles n'ont aucune concurrence, et ça veut dire aussi que, parce qu'elles contrôlent tous les marchés les plus importants, notamment les matières premières, toutes les autres entreprises, les 30 400 restantes, dépendent entièrement d'elles, elles les tiennent à la gorge, et par là, elles empêchent l'économie chilienne de se développer normalement. La situation est exactement la même que pour les banques. L'UP est minoritaire au Parlement, et c'est très bien que si elle propose une loi, elle va être immédiatement descendue par les parlementaires. Donc il faut encore trouver un autre moyen de contourner tout ça, tout en restant dans la légalité. On va utiliser une vieille loi que tout le monde a oubliée, mais qui est toujours en vigueur, qui permet, lorsqu'une entreprise est pour X raisons paralysée, à l'État de la réquisitionner ou de réaliser une intervention, c'est-à-dire une mise sous tutelle provisoire. Hoy se resolvió lo que sigue, teniendo presente que la industria de envases de papel aluminio Alusa ha suspendido la entrega de sus productos, lo que constituye un entorpecimiento de la distribución. Y vistos el Decreto Supremo número 338 y la Ley número 16.464, resuelvo. Primero, requísese el uso y goce del establecimiento industrial, maquinarias y demás elementos necesarios para la producción y o distribución de la fábrica de envases Alusa. Outre la redéfinition du régime de propriété, l'UP elle a été élue sur un programme en 40 points généraux. Qui n'ont pas l'air de dire grand chose comme ça, mais en réalité c'est des propositions détaillées qui s'attaquent aux problèmes de la vie quotidienne des Chiliens. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont un certain succès. Par exemple, l'enfant né pour être heureux, c'est la suppression des frais de scolarité et la gratuité de toutes les fournitures scolaires. Du lait pour tous les enfants du Chili, c'est la distribution gratuite dans 2000 litres de lait par enfant, tous les jours, pour toutes les familles sur l'ensemble du territoire. Alors, ça paraît con pour nos oreilles de français en 2019, mais on parle quand même d'un pays qui avait à l'époque un taux de mortalité infantile de 9%. Donc à partir de là, un demi-litre de lait par jour pour tous les enfants, bah, ça peut faire la différence. Le droit de vote passe à 18 ans au lieu de 21 ans, il est aussi donné aux analphabètes. Mais parce qu'avant à l'IND, si tu savais pas lire pas écrire, bah t'avais pas le droit de vote. Et ça concernait quand même 700 000 personnes, soit 12% de la population au Chili, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, on lance au passage une grande campagne d'alphabétisation. Ces points-là, c'est la mise en place d'un système de santé gratuit, on a une hausse des retraites, et la retraite d'ailleurs passe à 60 ans. On a aussi la construction de 120 000 logements d'ici 1972, et effectivement, fin 71, la moitié des familles qui étaient concernées par le mal-logement sont logées, enfin. On a aussi le lancement de grands travaux pour créer des emplois, on a le blocage partiel des prix sur certains biens de première nécessité, le pain, l'électricité, le lait, les loyers, etc. Les salaires sont augmentés de 35%, le salaire minimum il a augmenté de 66%. Tu veux sortir le chat ? Tout ça fait qu'en moins d'un an, le revenu moyen des Chiliens il augmente de 55%. Tous ces changements économiques, ils sont accompagnés d'un véritable renouveau culturel et artistique. Dans l'enthousiasme général, on écrit, on peint, on fait de la musique, on compose des poèmes, on chante. Et ça commence dès la campagne présidentielle, avec des tonnes de fresques murales qui sont réalisées par les jeunes engagés dans la campagne de l'UP. L'une des plus connues, c'est celle-là. Son état déplorable s'explique par le fait que la dictature Pinochet ait voulu l'enterrer des mémoires en la recouvrant de couches de peinture. Alors pas de bol, cette fresque est rentrée dans l'histoire en tant que monument national, alors Pinochet est lui aussi rentré dans l'histoire, mais plutôt en tant que rebut de l'humanité. Alors ça c'est pendant la campagne, mais pendant la présidence d'Allende, le gouvernement met de ouf l'accent sur ce renouveau culturel, et en particulier il met la priorité sur l'accès à la culture. On a la création d'un train de la culture, Allende aimait peut-être un peu trop les trains, qui parcourt le pays avec à son bord des troupes de théâtre, des artistes qui font des représentations publiques et gratuites dans toutes les villes et tous les villages que le train traverse. Et puis le gouvernement lance une maison d'édition qui publie des bouquins d'éducation populaire et qui encourage la production littéraire chilienne en publiant des bouquins d'auteurs issus du peuple. Cette maison d'édition, elle publie 500 000 livres tous les mois, ce qui est énorme dans un pays de 9 millions d'habitants. On n'a clairement jamais lu autant de bouquins au Chili qu'à cette période. Le mandat d'Allende, c'est aussi le point culminant d'un courant musical qui
qui s'appelle tout simplement la nouvelle chanson chilienne, et qui est caractérisée par des chansons populaires avec des paroles très engagées et des thématiques et des revendications sociales. On peut citer Patricio Maes, Luis Advis, qui a notamment écrit Santa Maria de Iquique, une longue chanson qui raconte le massacre de l'école Santa Maria. Quilapayún, Inti Illimani, No canta es momio. Mais le plus connu, et qui à l'époque a une renommée internationale, c'est Víctor Jara. Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Víctor Jara, le jour du coup d'État qui renverse Allende, il est arrêté et il est emmené avec des milliers d'autres prisonniers au grand stade de Santiago, qui est reconverti en camp de concentration et de torture. Comme les autres prisonniers, il est torturé pendant plusieurs jours. On lui casse les os, on le brûle sur tout le corps, on lui coupe même les doigts à la hache, et on se moque de lui derrière en lui demandant de jouer ses morceaux à la guitare. Et une fois qu'on a fini de s'amuser avec lui, on lui tire 44 balles dans le corps, et on expose fièrement son cadavre devant le stade. Coup d'État, fascisme, dictature, c'est des grands mots dont on a instinctivement peur, mais c'est des grands mots qui veulent pas dire grand-chose, ou en tout cas qui disent pas grand-chose de la réalité pratique, quotidienne, permanente d'une dictature, du fascisme. La réalité c'est celle-là, c'est convertir un stade d'athlétisme en camp de concentration, y torturer des milliers de gens, dont un chanteur populaire auquel on coupe les doigts qu'il utilise pour jouer de la guitare, comme si on voulait se venger de la musique, et puis on le vide des chargeurs dans la tête et on expose fièrement son cadavre à la population. Voilà, c'est ça, la dictature, c'est ça le fascisme. Enfin, pas tout est négatif, il y a une chanson qui est issue de ce renouveau culturel chilien, qui s'appelle El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple, uni, ne sera jamais vaincu. Cette chanson, elle est écrite quelques mois avant le coup d'état militaire, elle fuira le Chili avec tous les exilés de la dictature, et elle deviendra un standard des chants hurlés à plein poumon dans les manifestations, les luttes, les mouvements sociaux et les révolutions partout autour du monde. Tout ça entraîne un phénomène assez intéressant de revalorisation des différents groupes sociaux. Avant Allende, la figure qui était la plus respectée, c'était celle du bourgeois. La moins respectée, c'était celle du travailleur ou de la travailleuse issue du peuple. Sous Allende, c'est l'inverse. On est fier d'appartenir au peuple, et on n'a plus peur des momios. Au contraire, on se moque de leur manière d'être, de leur manière de parler. Par contre, il y a une revalorisation des pratiques populaires, des manières d'être et des manières de parler du peuple. À commencer par le fait qu'on appelle absolument tout le monde camarade. Y compris et surtout le président de la République, Salvador Allende, qui dans son tout premier discours en tant que président, dit « Je dois cette victoire au peuple du Chili qui entrera avec moi à la Moneda, le palais présidentiel. Je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être pour vous le camarade président. »
Ces tentes avec ces drapeaux chiliens ont surgi en une nuit. C'est une prise de terrain. Des sans-logis, des paysans sans terre, des pauvres mal logés se sont installés sur ce vaste champ abandonné, sans se soucier de son propriétaire. Cet homme est en train de construire sa maison, avec une pioche, des outils rudimentaires, quelques planches. Faute d'un logement, sa famille vivait dispersée. Il veut la réunir sous un toit décent. Ils sont près de 1,5 million dans son cas dans le Grand Santiago. Pour eux, l'unité populaire, c'est la liberté de s'installer là où ils veulent. C'est la liberté aussi de s'organiser, avec l'appui des organisations d'extrême gauche, en communautés de plus en plus autonomes. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous pouvons compter sur l'appui du parti, celui qui nous convient le mieux, c'est-à-dire l'unité populaire. C'est le seul qui nous permette de lutter convenablement pour gagner notre pain. Parce que pendant des années et des années, je vous assure que les capitalistes nous en ont fait voir. Moi, j'ai été écrasé toute ma vie. Les patrons disposent de nous à leur guise. Ils nous engagent et nous licencient quand ça leur plaît. Tout ça pour des salaires de misère. Mais maintenant, Dieu merci, c'est fini. On est enfin soutenus. L'organisation du campement, les jeunes socialistes, nous aident à construire nos maisons. On a eu des prêts de la banque pour acheter les planches. Vraiment, c'est un changement important. On se sent enfin respecté. Et puis, on n'est plus tout seul. Si les pauvres s'unissent, ils peuvent obtenir quelque chose. Sinon, ils se font toujours avoir. Et c'est pour ça que j'espère, comme tous les autres du campement, que M. Salvador Allende pourra continuer sa tâche. Ok, donc fin 71, on a un paquet de nationalisations qui ont été réalisées et l'État doit maintenant gérer toutes ces entreprises. En plus de ça, le pays est soumis à un embargo économique de la part du bloc de l'Ouest, en particulier de la part des États-Unis, et à des constantes tentatives de déstabilisation de son économie, à la fois de la part de l'extérieur et en même temps de l'intérieur aussi. Donc il y a un énorme enjeu à vraiment bien connaître l'état de l'économie, qu'est-ce qui est produit, à quel rythme, de quoi on a besoin, tout ça. Du coup, Allende va faire appel à un cybernéticien qui a une bobarde de l'espace, pour rassembler une équipe de choc de scientifiques qui seront chargés de développer un système informatique qui va avoir comme objectif d'informer en temps réel de l'état de l'économie du Chili et de pouvoir, toujours en temps réel, envoyer des directives à toutes les entreprises d'État partout autour du pays. Je rappelle qu'on est en 71, Internet n'existe pas. Bref, ça donne ceci. Plus précisément, ça donne ça. On a un espèce d'internet chilien, mais dans les années 70, des logiciels qui permettent de collecter et traiter les informations de chaque entreprise d'État, un logiciel qui va, à partir de ces informations, faire des modélisations de l'économie du Chili et proposer des scénarios sur ce qui peut arriver par la suite. Mais le plus marrant, c'est Obscrum. Obscrum, c'est une pièce qui est remplie d'écrans, qui affiche toutes les données qui ont été collectées sur les entreprises d'État, et au milieu de cette pièce, on a 7 fauteuils qui vont accueillir les fesses de ceux qui vont orienter en direct l'économie chilienne. A noter que sur ces 7 fauteuils, il y a des claviers qui ne sont non pas remplis de touches avec des lettres, mais avec des symboles. L'objectif étant démocratique, c'est que n'importe qui, y compris quelqu'un qui ne sait pas lire, pas écrire, puisse participer à ce processus. Alors, pendant le coup d'état de 73, CyberSyn sera encore en plein développement et sera totalement détruite par l'armée, ce qui implique qu'on n'a pas vraiment de résultat de tout ça. Si on est honnête 2 minutes, très clairement, les ambitions étaient un petit peu démesurées par rapport aux moyens techniques de l'époque. Ceci dit, ça reste quand même hyper stylé, et on peut pas vraiment reprocher au type de pas avoir essayé d'innover.